Jean-François Renard, je suis médecin généraliste, ancien enseignant associé au département de Paris 6, maître de stage. Je continue mon activité de médecine libérale. Jacques Drolet, ancien chef de service de radiologie à la Pitié, Salpêtrière, honoraire. Dominique Becker, pharmacien hospitalier à la Ville de Paris, pharmacie centrale. Peut-être parler fort parce que l'âge aidant, on entend moins bien. Sophie Moreau, oncologue médicale et je fais aussi du soin palliatif. On n'a pas entendu. Sophie Moreau, oncologue médicale et aussi soins palliatifs. Bernard Papillon, médecin généraliste et membre du collectif Cancer Rose. Alors Cécile Bourg, radiologue en libéral et membre aussi du collectif Cancer Rose. Bernard Dupéret. J'ai été président du comité scientifique dans l'Oise pour la mise en place du dépistage et j'ai démissionné toutes mes fonctions en 1995 avec une lettre explicative qui reprend d'ailleurs une partie de ces choses-là. J'ai fait de la scénologie à Saint-Antoine jusqu'à 3 ans. Voilà. Dr Philippe Gauthier de l'Institut international de recherche et prévention basé à Lyon. Bon, je suis Lana Lévy, je suis historienne des sciences, donc je ne suis absolument pas de ce collectif, je suis chercheur à l'INSERM. Alors, Dr Leila Jouben, je suis médecin généraliste de formation, mais responsable du bureau du Fonds des Nations Unies pour la population en Tunisie. Pascal Carré, je suis généraliste dans l'Eure-et-Loire à la campagne. André Sicolella, je suis chimiste toxicologue et président du réseau environnement santé. Brigitte Beck, je suis journaliste. Elise Barre-Rivel, sage-femme à l'hôpital Trousseau. Michel Lauré, médecin généraliste et maître de conférence universitaire, enseignant de médecine générale Paris 13. À la retraite de mes fonctions universitaires, mais toujours en exercice libéral. Omar Brexy, je suis médecin épidémique, ancien directeur de la prévention à l'Institut du cancer. Michel Thomas, professeur honoraire de médecine interne. Jean-Claude Salomon, médecin, directeur honoraire de recherche au CNRS, j'étais cancérologue et immunologiste. Je m'appelle, excusez-moi, je suis aphone, Josiane Brousse-Potoki, donc je suis ancienne médecin généraliste, ancien médecin expert auprès des tribunaux, et maintenant, depuis 12 ans, je suis médecin coordonnateur, directeur d'une structure de gestion de dépistage dans le Morbihan. Alain Siary, je représente la Société de formation thérapeutique du généraliste. Je suis médecin généraliste retraité pour les soins, mais je suis intervenant dans les DPC, notamment DPC sur le cancer du sein. François Testi, pharmacien, consultant indépendant et membre du Pharmadep et du groupe Princex. Anne Chevalier, je suis épidémiologiste retraitée et j'ai travaillé entre autres à EDF-GDF et à l'Institut de veille sanitaire. Bernard Bissaro, médecin de santé publique retraité. Valérie Janaudy, médecin généraliste dans le 20e. Benoît Tellier, journaliste. Khadija Namouni, anthropologue de l'École d'études et sciences sociales et membre de l'association Sciences Humaines et Santé. Zaïda Brixi, médecin coordinateur pour le dépistage des cancers dans le Val-de-Marne. Nathalie Bourget, médecin généraliste à Rouen. Anaïs Lalou, interne en médecine générale à Paris 2. Je suis Laurie, généraliste retraité, membre de la SFTG, ancien généraliste d'enseignement et auto-stage. Sandrine Vernet, coordinatrice de dépistage pour le Gard et la Lozère. Onimo Sankwe, je suis juriste de formation du droit de la santé. Je viens à peine de finir agent monnaie de Saint-Etienne. Elisabeth Paganelli, je suis gynécologue médicale. J'ai travaillé avec Junot pour essayer de réveiller les gynécologues et je les fais venir. Je suis secrétaire générale du syndicat. Et on a publié ensemble un article qui a fait beaucoup de bruit. On a eu beaucoup de problèmes suite à ça, voilà. On s'était un peu endormi parce que malheureusement, il est décédé. Et puis, c'est vrai que les gynécologues, ils sont quand même à penser beaucoup, malheureusement, que le dépistage est important.
Coralie Prévé, je suis interne en médecine générale au Kremlin-Bicêtre et actuellement en desk de cancérologie. Et je débute un travail qui pour l'instant est en gestation sur la question du dépistage du cancer du sein. Catherine Gavard, je suis médecin généraliste en Pays de Loire, maître de stage et enseignant en université également, membre de la SFTG et puis de Princesse, venant régulièrement à Princesse. Alors, je suis médecin de santé publique, médecin coordonnateur de l'association pour le dépistage du cancer en Seine-Justine. Marie-Laure Forzi, je suis aussi médecin coordonnateur en culture de dépistage dans le Pas-de-Calais. Étoile d'eau, je suis médecin généraliste à Bobigny. Anne Simonet, je suis médecin généraliste à Montreux. Laisse donc quelques minutes pour discuter de ces problèmes et la parole est à qui souhaite la prendre dans la salle. Je veux dire une chose. Nous, les cliniciens n'ont pas pris, ne se sont pas rendus compte du problème du surdiagnostic. Pourquoi? Parce que le surdiagnostic, c'est un concept d'épidémiologiste. C'est-à-dire, c'est par les études statistiques qu'on a démontré qu'il y a du surdiagnostic. Ça, c'est prouvé, c'est autour de 20, 30, voire plus. Le problème, pour le clinicien, c'est quand il est confronté à un diagnostic histologique, il n'a aucun moyen, personne ne peut lui dire si c'est sur un surdiagnostic ou si c'est une maladie qui va évoluer. Voilà le problème qu'ont les cliniciens en ce qui concerne le surdiagnostic. Aujourd'hui, ça ne sera peut-être pas le cas dans l'avenir, on ne sait pas quand on est confronté à un surdiagnostic. Ça reste encore un concept épidémiologique. C'est ça le problème pour nous. Oui, mais ça ne change rien au problème. Parce que ça, c'est voté en touche. Le problème du surdiagnostic, c'est qu'il remet en question la définition du cancer. Oui, tout à fait. Et alors, pour une femme, la réponse, c'est quoi? Est-ce que j'ai une perte de chance ou non de participer à un dépistage et à des mammographies itératives? Pour elle, c'est ça la question. Est-ce qu'il faut que je passe par là ou pas? Puisque vous ne savez pas reconnaître un surdiagnostic d'un cancer. Mais ça voudrait dire que dans le cancer, entre guillemets, létal, le traitement va dépendre de la précocité ou non du traitement. Jusqu'à aujourd'hui, on répond, il faut un diagnostic précoce pour qu'il y ait guérison. C'est faux. Parce qu'au moins, le mérite du dépistage, il a un grand mérite, c'est de nous avoir donné les arguments pour modifier complètement nos pratiques. Parce que du coup, la réponse à une femme, c'est que ça ne change rien pour elle qu'elle se fasse dépister ou non dépister. Le cancer qui sera éventuellement trouvé cliniquement ne sera pas modifié par le fait qu'il ait été dépisté dans une opération de dépistage ou pas. La mortalité reste la même. Et on voit très bien, si vous rapportez maintenant l'histoire de la maladie au cas clinique, moi j'étais extrêmement surpris lorsque les femmes viennent et vous disent « je sens ce truc depuis 3 semaines, depuis 3 mois, et ça fait 2-3 cm ». Et alors on faisait de la psychologie, on disait elles ont nié leur tumeur, c'est pas possible, ça rentre pas dans notre machin. Or c'est la vérité. Donc le problème, ça ne change rien. Donc que ce soit du surdiagnostic ou pas du surdiagnostic, le dépistage n'est pas la réponse au cancer du sein. C'est de l'enfumage au contraire. C'est pour ça qu'il faut libérer les femmes de ce machin qu'on leur met sur la tête, avec toutes ces femmes qui sont maintenant à risque. Parce que le surdiagnostic, les femmes surdiagnostiquées, leurs enfants, leurs filles rentrent dans le monde. Qui n'a pas eu sa mammographie? Qui n'a pas un antécédent dans sa famille de cancer du sein? C'est l'horreur absolue aujourd'hui. Par ailleurs, juste, on verra la question de ce qu'engendre le dépistage. C'est évidemment, moi je suis absolument certain aujourd'hui, au vu des travaux de Mme Collin, que le nombre de mammographies qui est fait aux femmes engendre des cancers en ce moment. De la même manière que les traitements hormono-substitutifs ont provoqué des cancers du sein, les mammographies actuellement en engendrent. Surtout que c'est fait. S'il vous plaît, pas de dialogue. Beaucoup de gens veulent parler. Jean-François Renard, puis Jean-Claude Salomon, puis d'autres éventuellement. Effectivement, on reviendra un petit peu sur ce que vous venez de dire, qui me paraît très important aussi. Non, je voulais dire quelque chose, c'est que la médecine, l'enseignement médical, est fait pour chercher des choses, pour dépister des choses. On nous apprend dès notre jeune âge médical à trouver des choses.
Un médecin doit-il se voiler la face? Un médecin doit-il dire non, ciel, je ne veux pas regarder la prostate, je ne veux pas regarder le sein parce que je sais, par les études que j'ai lues, des études scientifiquement recevables, que ça n'est pas intéressant pour mon patient. C'est extrêmement difficile, c'est une dissociation, c'est une attitude schizophrénique pratiquement par rapport à l'enseignement que nous avons reçu. Donc ça, je crois que c'est un gros problème. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que de plus en plus maintenant, compte tenu des études que nous avons à notre disposition, il s'avère que les critères de l'OMS pour inciter à un dépistage d'une maladie sont de moins en moins réunis. C'est une évidence. Comment se fait-il que les pouvoirs publics ne soient pas conscients, ou comment se fait-il que nos sociétés savantes ne puissent pas être assez influentes pour démontrer quand même que ces critères ne sont pas réunis, ne sont plus réunis, et qu'il faut quand même faire machine arrière. Absolument. Ça, c'est vrai. On nous demande de faire la preuve à nous qui critiquons. Voilà, exactement. Extraordinaire. Les cancers, comme la plupart des maladies, sont des phénomènes naturels. Ils ont existé avant que l'espèce humaine ait émergé au cours de l'évolution, et ils se poursuivront quand elle aura disparu sur d'autres espèces. Est-ce qu'il est raisonnable de faire la guerre contre des phénomènes naturels? Les tremblements de terre, ça peut être très meurtrier. Alors je déclare la guerre aux tremblements de terre. C'est absurde. Personne ne se résout à ça. Cependant, quand on fait la guerre, il y a des héros, il y a des victimes, il y a des lâches, et on peut choisir son rôle. Alors nous avons choisi d'être plutôt les héros. Mais n'arrêtez pas la guerre avant que j'ai eu le temps de le prouver. Hein? Le dépistage, c'est une activité héroïque. Alors on y est accroché parce que, vite, avant que la guerre ne s'arrête, mes décorations, ma promotion. Voilà. Alors, deuxième chose, et qui est une toute petite chose, je n'ai jamais eu une référence démontrant que la multiplication des mammographies soit responsable de l'accroissement de la fréquence des cancers du sein. C'est une hypothèse intéressante. Pour le moment, ça n'est pas plus que cela. Alors attention, on a le droit d'avoir des certitudes. Quand il ne s'agit que d'hypothèses, on a des certitudes basées sur des hypothèses. Nous avons des exigences plus grandes. Voilà. La radiobiologie montre en ce moment que lorsqu'on fait une irradiation, immédiatement après l'irradiation, il y a une reconstitution du chromosome. Mais si une deuxième irradiation survient très rapidement, et c'est le cas de la mammographie où on fait 2 incidences, à ce moment-là, il peut y avoir une rupture de la chaîne et il peut y avoir une mutation induite. C'est une hypothèse pour l'instant, mais c'est une hypothèse de radiobiologie. Oui, sur des faits expérimentaux. Expérimentalement, oui. Sur les souris, oui. Sur ce sujet précis, ça a été montré in vitro. Ça ne veut absolument pas dire que in vivo, après il va y avoir un cancer. Ça ne veut pas dire, personne ne n'a montré ça. Non. Même si vous pensez, vous êtes certain, vous énoncez des choses et vous êtes certain, vous faites ce que vous faites, là, monsieur, excusez-moi, mais avec vos certitudes, vous faites ce que vous accusez vos adversaires de faire. Moi, je ne sais pas, je me dis que la vérité, elle est peut-être au milieu des deux. Enfin, j'ai beaucoup de mal à parler, je suis désolée. Non, vous êtes bien exprimé. Mais je trouve que la vérité, elle est peut-être un peu au milieu. Vous dites avec certitude que le dépistage ne va sauver personne. Vous êtes certain de ça. Et vous dites, le dépistage va rendre malade des femmes, va victimiser, va engendrer beaucoup de torts. Je pense que c'est vrai pour certaines femmes. C'est vrai que le dépistage va leur causer du tort, va être nuisible, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que pour certaines, peut-être que ça va leur sauver la vie. Peut-être qu'on est au milieu de tout ça. Il y a peut-être, on a montré, on le sait depuis longtemps, l'historienne l'a redit, que le cancer du sein, vous avez l'impression qu'on le découvre maintenant, mais nous,
On sait que c'est pas linéaire, que tous les cancers in situ ne vont pas devenir des cancers infiltrants, et ainsi de suite. On le sait, enfin, on le montre depuis tellement longtemps. Bon, je vous laisserai, je finirai, je ne prendrai pas la parole. Je pense que dans certains cas, c'est quand même linéaire. On a quand même montré qu'il y a quand même, dans certains cas, il y a des cancers qui commencent par des cancers in situ, et puis qui vont se transformer après en cancer infiltrant. Donc je pense que dans certains cas, la précocité quand même du traitement peut quand même être importante après dans la guérison de la personne. Voilà. Donc la vérité, elle est sûrement un peu au milieu. Il va falloir, les études sont en cours, les sociétés savantes se posent aussi beaucoup de questions et tout. Je suis franchement désolée. Je trouve remarquable la façon dont vous avez présenté le débat. Comment vous avez présenté ça. Je trouve ça remarquable. Et je suis vraiment désolée que personne de l'Institut de l'INCAS soit là aujourd'hui. Je suis vraiment stupéfaite. J'étais persuadée qu'il allait y avoir beaucoup plus de monde quand on a reçu les invitations et tout. J'étais sûre que des gens qui défendaient le dépistage allaient être là aussi aujourd'hui. Et je suis un peu désolée de voir que ce n'est pas le cas. On évite les réponses parce que chaque intervention repose de nouvelles questions et les meilleures réponses seront éventuellement faites à la fin. Madame. Moi justement, je trouve que c'est dommage qu'on n'a jamais pu faire d'études sur... parce qu'au début, on avait dit que les radiations que les gens subissaient au niveau thoracique, quand on avait commencé, vers les années 70, on voulait leur donner des dossiers et puis on aurait écrit les radiations et la quantité. Et malheureusement, on ne peut pas répondre parce que ça ne s'est jamais fait et que pour l'instant, personne ne propose de le faire. Parce qu'on ne sait pas du tout. C'est vrai que j'ai encore vu hier une femme à 25 ans, on lui fait une mammo tous les ans, depuis ses 25 ans, parce que soi-disant, elle a les seins denses. Donc ce qu'il y a en France, vous avez quand même du ridicule qui se passe, c'est-à-dire entre ce qui est proposé seulement à 50 ans et qui devrait être éventuellement qu'à 50 ans, et tout ce que la France rembourse en dehors de... Si vous êtes au Québec, en dessous de 50 ans, on vous propose au moins de rentrer dans un groupe de personnes qui va vous dire oui ou non, vous pouvez faire des mammos ou de l'IRM maintenant, ou de l'échographie avant 50 ans. Actuellement, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut prescrire tout ce qu'on veut, et on ne sait pas du tout ce que les femmes elles subissent en plus. Donc tant qu'on sera comme ça, on n'aura jamais d'études et on n'avance pas. Ça fait des années qu'on les réclame et des années qu'on ne sait rien. Qui a demandé la parole là? Oui, je voulais seulement dire que par rapport à la présentation, vous avez montré les courbes d'incidence et de mortalité, sauf que vous avez été que jusque dans 2005. Et en fait, les estimations entre 2005 et 2011 montrent qu'au contraire, la courbe est en train de s'inverser, il y a une inflexion et qu'il y a une diminution des cas incidents de cancer du sein. C'est quand même important. La mortalité est exactement la même. La mortalité, mais les cas 22% en 2015 selon l'INSA. La mortalité, elle baisse déjà depuis longtemps, elle a été stable et puis elle baisse déjà depuis longtemps et de façon en effet régulière. Mais par contre, l'incidence, on s'est aperçu qu'il y avait une diminution des cas incidents depuis 2005. Alors, de multiples raisons, peut-être que c'est les traitements. On a arrêté les traitements. Oui, on a arrêté les traitements, mais on ne voit pas. Mais sinon, je ne suis pas d'accord sur un certain nombre de vos chiffres, mais je ne sais pas si on doit faire des batailles de chiffres. Mais nous, on a des vrais chiffres, dans le sens qu'on s'occupe des dépistages, on a nos chiffres, c'est factuel. Tous les chiffres. Quand vous dites qu'il y a 20% de cancer in situ, c'est pas vrai. En Pas-de-Calais, on a 11% de cancer in situ depuis 10 ans. Quand vous dites qu'on fait du dépistage depuis 25 ans, on en fait seulement depuis 10 ans en France. Et on voit que, en France, et on voit que la courbe d'incidence, non mais c'est important. Oui, c'est très important. Vous avez lié ça à l'incidence, l'explosion des cancers. Or, l'explosion des cancers, elle date de 1980. Et le dépistage organisé, il a été mis en place en 2004. Si, généralisé. En France, organisé. Et l'explosion. Si, mais ici, le dépistage a été généralisé en France, le dépistage organisé en 2004. Or, avant, il y avait assez peu de départements qui participaient, les expérimentations. En 98, les expérimentations. J'ai tout repris, je peux faire un instant. Le débat est en train de partir en couille. Je pense que chacun doit s'exprimer, mais que les deux orateurs, Bernard Dupéret et Yana Lovy, je pense que ce serait bien qu'ils répondent à la fin du débat. Tout le monde s'exprime, on prend des notes, et à la fin, comme ce sont eux qui ont présenté les choses, ils répondront aux interventions qui leur auront posé problème. Tu retires ton qualificatif. Enfin bon, non, mais je reprends l'historique, parce qu'on ne peut pas non plus faire des... Voilà, il ne faut pas mettre en parallèle des choses, voilà.
Donc l'historique en France, la généralisation 2004, ça, Oui. on le confirmera. Ça a démarré en effet avant par des expérimentations, mais je ne pense pas que ça touchait la majorité des femmes, loin de là. Et là, vous savez qu'on est toujours que, en tout cas pour les femmes entre 50 et 74 ans, on est toujours qu'à 52% de participation. Donc ce n'est pas non plus toutes les femmes. En tout cas, l'incidence, l'augmentation de l'incidence du cancer du sein en France, qui a en effet doublé entre 1980 et 2005, elle a démarré avant la mise en place du dépistage, il faut quand même le savoir. Donc il y a d'autres raisons qui font qu'il y a une augmentation de l'incidence. Et actuellement, donc, la courbe est en train de s'infléchir. Voilà, tout ce que je voulais dire. Quant au cancer de l'intervalle, quand vous avez dit 20% des cancers, ce n'est absolument pas les chiffres qui correspondent à nos études à nous, qui sont 1,5% et c'est moins de 20%. C'est 16, oui, 17. au national 16. J'avais encore noté la valeur prédictive positive et la mammographie. On est à 20% de valeur prédictive positive. Et j'ai refait mes calculs au niveau de notre département. Et au niveau de la France entière, on est à 20%. Toujours pour le dépistage organisé, c'est pas 9%. Enfin bon, c'est pas très important. Je parlais d'un test. Vous parliez de la mammographie, il me semble. Un test. Je parlais d'un test, justement. Quel test de dépistage? On parle de la mammographie, évidemment, parce que c'est notre test de dépistage. D'autres interventions dans la salle? Alain Siari. Alors, donc, à partir du travail qui est sorti dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire, qui porte sur les 9 départements pilotes en ce qui concerne l'incidence, la prévalence des cancers du sein, on a une augmentation de l'incidence du cancer du sein dans ces 9 départements qui sont le reflet, qui sont considérés comme le reflet de l'incidence nationale jusqu'en 2003. À partir de 2003, il y a une chute qui s'est avérée de 3,8% par an jusqu'en 2008. Et à partir de 2008, c'est devenu stationnaire. On a corrélé cette chute à la diminution de la prescription du THM après la publication de WHI. Et on a, l'ARSAP, ça a essayé de calculer le nombre de cancers du sein attribuables au THM. Alors ça varie, ça c'est très difficile, ça varie entre 1000 et 3000 par an. Donc ce qui est sûr, c'est que les courbes d'incidence ont été modifiées après la réduction du THM pour devenir stationnaire, en raisonnant en temps standardisé mondial, en TSM, pas en taux brut, sinon ça fausse tout. Donc on a une augmentation jusqu'à 2003, une baisse à partir de 2003 jusqu'à 2008, et à partir de 2008, une stabilité. Il y a par contre une baisse de la mortalité qui s'est infléchie déjà depuis plusieurs années. Et cette baisse de la mortalité a été attribuée par des études à l'utilisation du tamoxifène dans les cancers du sein hormonodépendants, puis maintenant des inhibiteurs de l'aromatase. Voilà à peu près les données épidémiologiques qui semblent confirmer où il y a un consensus. Après, il y a d'autres. Et voilà le consensus sur les dernières données épidémiologiques. D'autres interventions? Oui. Moi, je pense que la réflexion, elle ne doit pas se mener uniquement autour de la mammographie, elle doit se mener autour du dépistage, de manière globale. Parce que, quelle que soit la maladie, il y a toujours dans le dépistage un certain nombre d'éléments positifs, un certain nombre d'éléments négatifs. Il y a toujours eu dans tous les dépistages des effets délétères, que ce soit celui de la prostate, que ce soit celui du col de l'utérus, parce qu'on peut aller très bien regarder ces femmes qui ont des lésions de haut grade, à qui on va faire des conisations, qui vont se retrouver avec des grossesses à risque, etc. Que ce soit le côlon, c'est la même chose. Vous allez trouver des faux positifs, des coloscopies qui vont être faites à des personnes qui n'ont rien du tout, avec tous les risques de la coloscopie, etc. Donc, de toutes les façons, quel que soit le dépistage, il y a des avantages et des inconvénients. Et je pense que le problème, il faut le poser de manière globale. Et à entendre, ce que je viens d'entendre, c'est qu'en fait, il faut carrément remettre en cause la notion même de dépistage. Ce qui voudrait dire qu'en fait, il ne faut plus faire de dépistage. À la limite, on pourrait y compris dire pourquoi dépister le VIH, puisqu'on sait très bien qu'il y a des malades qui ne vont jamais évoluer et qui, normalement, pourraient avoir une régression de leur pathologie. Mais je pense que ça pose une réflexion qui est beaucoup plus approfondie que de faire des batailles de chiffres,
de poser les choses avec une certaine agressivité, comme s'il y avait des ennemis d'un côté et voilà, de parler de guerre entre individus. Enfin, je pense qu'il faudrait peut-être se poser tous et arrêter de commencer à pointer les uns les autres, etc. et réfléchir au fond. Finalement, est-ce que cette conception de la prévention est la bonne ou n'est pas la bonne? C'est tout. Bon, alors, quand il n'y a pas de prévention primaire, il faut bien faire quelque chose, mais est-ce que ce quelque chose, il est plus nuisible ou pas nuisible? Se poser la question pour tous les dépistages, et à ce moment-là, voilà. Mais je crois que on a focalisé autour de quelque chose pour oublier de manière globale qu'il y a une réflexion plus approfondie à mener sur tout dépistage. Elle est dans une analyse du BMJ du 6 janvier. Cette réflexion qui s'élargit à l'ensemble des dépistages dans le cancer. Je voudrais profiter de la présence d'Iliana Levy qui vient de nous présenter une manière de regarder ce problème pour rappeler qu'elle est la traductrice en français d'un livre qui a été écrit il y a 75 ans par Ludwig Fleck. C'est Nathalie Jass. Pardon? Moi j'ai écrit l'intro de Ludwig Fleck, moi j'ai écrit l'intro. Je suis incapable de traduire quoi que ce soit. En français, absolument. Lequel livre était consacré J'ai écrit l'introduction. à une réponse partielle à la question que Zaïda Brixi a évoquée, qui est qu'est-ce que c'est qu'un fait scientifique? Le livre est remarquable, mais ce n'est pas moi qui l'ai traduit. C'est pas toi? Non, non, moi j'ai écrit l'introduction. C'est pas marquant. C'est Nathalie Chasse, ma collègue et amie, qui a écrit ça. Donc, il faut absolument qu'on se rende compte que nous touchons là à un problème beaucoup plus vaste que celui du dépistage des cancers du sein. Si on commence à parler des dépistages, et nous avons commencé, c'est pas nous qui avons commencé, mais c'est nécessaire, il faut parler des maladies, de ce qui distingue le normal et le pathologique, d'autres l'ont fait avec beaucoup de talent, et c'est évoquer ce qui nous manque dans notre formation pour être capable d'approcher ce problème très difficile qui est qu'est-ce qu'on fait quand on dépiste sans le savoir. De la prose, peut-être, comme M. Jourdain, mais il vaut mieux savoir dans quel contexte on est en train de réfléchir. Bien, le temps passe, donc il y a 3 intervenants qui se sont inscrits, et puis on donnera la parole à Iliana et à Bernard pour terminer cette session de discussion. Alors de la prose, peut-être pas, en tout cas de la prose contextualisée, je pense. Et je reprends un petit peu ce que disait notre collègue tout à l'heure. Je pense que notre métier, depuis ces 10 dernières années, a considérablement changé. Ce n'est plus nous qui prenons des décisions. Ce n'est plus nous qui devons prendre des décisions de dépistage. Nous devons, nous, intégrer tout ce qu'on... Enfin, une partie des données qui ont été exprimées ici. Nous devons lire les études, au moins leur résumé. Nous devons savoir interpréter les chiffres. Et nous devons présenter ça à notre patient. Et c'est une discussion avec notre patient qui doit aboutir ou non à la décision de dépistage. Ça, je pense que c'est fondamentalement différent des gens de ma génération qui ont appris la médecine de façon, dirais-je, soldatesque ou dogmatique. Voilà, exactement. Donc, modification vraiment importante des comportements. Je pense que la décision revient au patient avec une aide, bien sûr, du médecin. Mais le médecin se doit de s'informer, de se former, d'entretenir ses connaissances et de savoir interpréter les chiffres et de savoir interpréter les débats contradictoires. Et Dieu sait si le thème est porteur de contradictions pour être plus efficace auprès de son patient. Oui. J'ai toujours pensé naïvement qu'on pouvait organiser une confrontation scientifique et sociale apaisée sur les questions des cancers. Je le dis naïvement parce que toutes mes lectures m'ont appris le contraire. Et ce qu'il y en a à souligner, mais qui peut être rappelé,
on tient à votre disposition un film très intéressant. Il faut se rappeler de 1965, les États-Unis et Nixon. Après la guerre du Vietnam, en pleine guerre froide, il fallait désigner un ennemi et déplacer le centre des mobilisations sociales qui s'élevait aux États-Unis même contre le prix qu'a payé une partie du peuple américain à ses engagements agressifs. Je crois que si on ne reprend pas, si on ne remet pas en mémoire à partir de ce moment-là, c'est Nixon qui a déclaré le premier la guerre contre le cancer. C'est devenu l'ennemi. On avait déplacé la cible du communisme, du tiers-mondisme vers le cancer, et depuis, ça n'a cessé d'être une guerre, en tous les cas sémantiquement. Et 2002, rappelez-vous, la guerre est devenue présidentielle. Chirac en premier, la déclaration de Paris, la grande réunion, il a été relayé par Sarkozy, il a été relayé par François Hollande. Ils en ont tous fait un sujet politique de premier plan. C'est pas par hasard. Comment se fait-il qu'on ait fait d'une des pathologies, qui n'est pas la moindre, je le reconnais, on en a fait une affaire idéologique, un enjeu de cette taille sur le registre émotionnel et mobilisant toutes les forces sociales au-delà de leurs contradictions, leurs intérêts, etc. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion. On ne peut pas mettre en doute l'engagement des professionnels ou des institutions, mais on ne peut pas faire l'économie du caractère idéologique et émotionnel dans lequel on nous a entraînés. C'est devenu une croisade. Je regrette, et il faudra qu'on sorte de la croisade pour pouvoir nous poser calmement et regarder effectivement avantage ou non de la stratégie, du test, de la campagne, la généralisation de ces critères, etc. Je rappellerai que c'est les critères de Tolehi et pas l'OMS, et vous avez raison de vouloir les réinterroger. Et ça, c'est une autre paire de manches. Bon, on va passer la parole aux intervenants. Je voulais juste dire un mot pour citer les travaux de Laura Hesselman, qui s'intéresse de très près au cancer du sein en particulier, et qui s'est élevé il y a 2 ans de cela, 3 ans, contre le mot même de cancer et contre le fait que l'histologie a une toute-puissance tout à fait exagérée, et a proposé qu'on désigne un certain nombre de lésions du sein, mais pas seulement, non pas sur le terme de carcinome ou de cancer, qui appelle la guerre, comme dit Omar, mais sous l'acronyme d'IDLE, Indolent Lesion of Epithelial Origin. Voilà, il y en a. Et merci. Et alors, je réagis rapidement, pas pour tout. Et pour la guerre contre le cancer, vous avez absolument raison. C'est Nixon et la guerre contre le cancer en 1972. Mais la guerre contre le cancer, l'expression existe depuis la Première Guerre mondiale, Marie Curie, etc. Donc, effectivement, on en est un peu plus tôt. Et pour c'est la remarque que j'ai trouvée très pertinente, qu'effectivement, il faut poser la question de dépistage en général et pas uniquement dépistage des cancers des seins. Je suis absolument d'accord. Je ne suis absolument pas d'accord, par contre, de dire que tous les dépistages sont les mêmes. Les historiens, ça, adorent décontextualisation. On dit que les historiens, ça s'intéresse à 3 choses, le contexte et les contextes. Donc, franchement, je pense qu'il faut quand même, à chaque dépistage, il faut contextualiser exactement. Je ne pense pas que les cancers, dépistage des cancers de prostate, dépistage des cancers de sein, dépistage des cancers de col et dépistage de HIV, etc. sont les mêmes. Donc je pense qu'il faut quand même essayer de nuancer. Je pense qu'un des grands problèmes en cancérologie, c'est justement cette extrapolation beaucoup trop large des cas exemplaires à autres cas. Donc je pense que là, il faut faire très attention aux cas. Et il y avait cette intervention que je trouvais intéressante sur combien est-ce que quand ce dépistage sauve des vies ou non. Alors là, il y avait une autre intervention qui était intéressante, disons, nous sommes des médecins, pas des épidémiologistes. Si on en était de l'autre côté de la Manche, je pense que cette phrase ne pourrait pas être prononcée. De l'autre côté de la Manche, la différence entre médecin et épidémiologiste n'existe pas. L'épidémiologie absolument est depuis 150 ans au cœur de la médecine. Et il y a une énorme différence, comme je discute avec les Anglais et les Français. Donc effectivement, non. La question est, si dépistage sauve des vies ou non, c'est une question évidemment de débat épidémiologique. Moi, personnellement, mais je ne suis pas médecin, donc je ne suis biologiste, donc je ne peux pas, mon opinion ne vaut pas grand-chose, mais moi j'aurais
a priori penser que oui, le dépistage peut sauver les vies. C'est pas, ça me semble, même les gens qui s'opposent très forcément au dépistage ne mettent pas ça en doute. Le problème est quel est le rapport entre les dégâts et les bénéfices. Et là, je pense que vous avez raison, c'est la femme qui peut décider. La femme qui peut décider si elle est bien informée. Et le problème d'être bien informée, que les enquêtes qui étaient faites en France, par exemple, sur quelle est l'idée des femmes sur l'efficacité du dépistage, ils ont surévalué de 2 lots, facteurs de 100. Ça veut dire que si on l'a demandé sur 1000 femmes qui font le dépistage, combien auront la vie sauve, la plupart ont dit 100. Comme vous savez bien, c'est probablement, même dans leur hypothèse optimiste, la moitié d'une femme. Donc, mais moi, je pense tout à fait correct. Et d'ailleurs, je pense que ça aussi, c'est Baron Lerner qui a fait les enquêtes aux États-Unis. Il y a les femmes qui sont bien informées, qui savent bien qu'il y a le surtraitement, qu'ils ont beaucoup de risques de biopsie pour rien, mais pas aussi biopsie pour rien, mais aussi de traitement pour rien, et qui de toute façon disent, mais pour moi, ça vaut la peine. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut respecter. Si pour elles, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'avoir la bonne information. Pour vous répondre, il y a un autre problème sur la question, par exemple, de la valeur prédictive positive de la mammographie. Vous dites, on fait du dépistage avec la mammographie. Le dépistage en France, quand il a été conçu dans les années 70-80, il a été mis au point un test de dépistage. Et il y a une grosse confusion en France entre santé publique et médecine d'individu. On est parti en France dans le dépistage du cancer du sein avec un test. Un seul cliché en oblique externe, un test anonyme. Le radiologue qui faisait l'examen n'examinait pas et ne connaissait pas le nom de la personne qui présentait son cliché. Donc sur ce test de dépistage, c'est lui qui a été rapidement abandonné. Personne n'y croyait, évidemment, puisqu'on le comparait à un examen de diagnostic qui était la mammographie. Et ce test de dépistage, il était prévu à une valeur prédictive positive de 30%, vous le trouverez en particulier au congrès de la SFS qui a permis la mise en place du dépistage. Il n'a jamais dépassé 9% ce test. C'est pour ça qu'il a été arrêté. Dans 24% des cas, le seul cliché en oblique externe méconnaissait des cancers palpables et autres. Donc il ne tenait pas la route. On est passé, mais là on était dans une médecine de population. Il était même question dans certains congrès, en particulier à Marseille, avant les années 87, de supprimer les droits sociaux aux femmes qui ne se présenteraient pas au dépistage. C'était des mauvaises citoyennes, alors qu'on avait le test, on avait le moyen d'effondrer la mortalité par dépistage. Ça, c'était le test de dépistage en population, en médecine de santé publique. Et d'ailleurs, je trouvais effarant qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics demandent aux citoyens qu'ils ont désinformés pendant 30 ans leur avis pour pouvoir continuer ou non le dépistage. Donc en fait, il y a un tour de passe-passe devant cet échec manifeste du dépistage, au lieu de dire on va étudier. D'ailleurs, les départements qui étaient pilotes, j'étais dans l'Oise, moi j'ai arrêté en 95 parce qu'on n'a pas fait ce travail. Il fallait comprendre pourquoi c'était un échec. On est, sous couleur d'amélioration, on est passé à un diagnostic personnalisé par mammographie avec examen clinique, éventuellement échographie, etc. Donc de la notion de dépistage avec un test binaire qui fait un tri dans la population, on est passé au diagnostic d'une femme en particulier, qui d'ailleurs est en droit de demander aujourd'hui, docteur, j'ai rien, mais est-ce que vraiment j'ai rien? Aujourd'hui, la sensibilité, il faut faire appel à l'IRM. Les problèmes juridiques qui sont posés en étant passé d'un test de dépistage en population à un examen de diagnostic personnalisé, j'aime autant vous dire qu'ils apparaissent aujourd'hui. Ils vont apparaître de plus en plus. Les procès, jusqu'aujourd'hui, c'était parce que le radiologue avait raté un examen. Maintenant, on peut se poser le problème des pathologies qu'on induit alors qu'on n'a pas la preuve qu'il y a une efficacité. Hein, il ne faut pas noyer le poisson dans tout un tas. On n'est pas dans les détails, là. Hein. On est dans le fait que, pour l'instant, le dépistage des cancers du sein n'a pas effondré la mortalité. Mais on parle, vous parlez d'individus. Mais ce n'est pas ça le problème précisément du dépistage. Le dépistage est une opération de santé publique, décidée par les pouvoirs publics. Ça n'a rien à voir avec un examen de diagnostic où une femme a une inquiétude, elle se présente, c'est tout à fait naturel. Ça n'a rien à voir. Oui.
Oui. Voilà. Juste je crois que dans l'intervention Cécile Beau a montré, donc, avec donc cette crainte de diagnostiquer, de trouver des petits cancers, enfin, donc cette espèce de quête de la détection précoce. Au final, on se rend bien compte en épidémiologie clinique que tout ce qu'on appelle justement ces valeurs prédictives, ces taux de détection, ces valeurs prédictives précoces, etc., tous ces paramètres n'ont plus cours, ne valent pas grand-chose. Et par là que la seule préoccupation du dépistage, en fait, c'est diminuer l'incidence des cancers avancés. Tout le reste, la détection, les taux de détection, valeurs prédictives, etc., tout ça devrait être mis au rencard. La seule chose qui est importante, c'est le surdiagnostic. Voilà. Et on devrait arrêter ces statistiques. Oui. C'est un monde qui est en train de changer, je dois dire, là, dans le monde statistique qui est mieux, c'est en train de changer très fort. Et certainement qu'il ne faudrait plus du tout réfléchir en termes de détection, mais en termes de prévention des cancers avancés. Oui, il s'agit bien là d'une génération de sacrifiés, malgré tout. Des femmes sacrifiées, des hommes sacrifiés, des vieux sacrifiés, dépistage de la maladie d'Alzheimer, ne l'oublions pas, quand même, parce qu'on peut s'en rapprocher. Hein. Il y a eu pas très longtemps un plan Alzheimer pour dépister les malades d'Alzheimer à qui on proposait quoi comme traitement? Des anticholinésterasiques et de la mémantine qui, on le sait, n'ont aucune efficacité, ont des coûts incroyablement élevés, ont des effets secondaires avec les traitements majeurs. On est vraiment je trouve, dans une dynamique, malheureusement, de population sacrifiée pour, dit-on, faire de la recherche. Mais alors qu'on le dise haut et fort, on vous fait des mammographies, on va faire de la recherche. Non, il n'y a pas de recherche. Pardon? En plus, il n'y a aucune recherche. Oui. Non, mais pour l'Alzheimer, c'est ce qui se dit. Moi, je voulais dire une chose, c'est que c'est un énorme business, cette histoire de dépistage du cancer du sein. J'ai été installé en Seine-et-Marne, j'ai toujours été étonné du nombre d'échographies qui étaient faites aux femmes qui venaient pour leur mammo de dépistage gratuite. Et là, l'écho, elle était payante avec un dépassement. Et je me prenais la tête avec les radiologues, il y en a qui m'ont menacé de porter plainte contre moi devant l'ordre. Ils ne voulaient rien entendre, ils trouvaient que c'était très bien. Et je leur disais qu'ils faisaient du business et du fric sur le dos des gens, mais ça passait très mal comme discours. Donc effectivement, c'est un business. Hein. Il faut le dire, on ne le dit pas assez souvent. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Tu as parfaitement raison. Simplement, les radiologues pourraient être rétorqués. Comme l'histoire naturelle n'est pas connue, ni les examens évalués, que l'échographie est supérieure à la mammographie dans les cancers invasifs. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la mammographie, les cancers les plus agressifs n'ont pas de stroma réaction fibreuse, on ne les voit pas, alors qu'à l'échographie, la sensibilité de l'échographie est supérieure à celle de la mammographie, ce qui fait que quand on est en situation de diagnostic individuel, ce qui est le cas avec le dépistage organisé actuellement, eh bien pourquoi pas l'échographie. Je me fais l'avocat du diable. Oui, c'est ça. Mais pas que les seins, de toute façon. Ah ben ça, c'est on fait un examen complet. Ça fait partie du dépistage organisé, c'est normal. Il faut savoir qu'aux États-Unis, l'US Préventif Service Task Force recommande le dépistage, c'est les derniers recos, une mammo annuelle entre 45 et 55 ans, puis tous les 2 ans après 55 ans, sans palpation des seins. C'est dit noir sur blanc. Ça, c'est extraordinaire. Parce que sinon, on va être poursuivi pour l'attentat à la Juste un chiffre. Dans les années 50, mes sources, c'est l'Institut Villejuif, pardon. Dans les années 50, la taille moyenne des cancers du sein était autour de 5 cm. Dans les années 70, avant le dépistage, elle passe à moins de 3 cm. Ce qui veut dire que la tolérance des femmes à leur corps également est un élément fondamental pour comprendre une maladie. Tout à fait. Ah oui, ça c'est vrai. Qui souhaite intervenir? Mais en pratique, si on voulait faire quelque chose, vous voudriez finalement que les gens n'en meurent pas. Donc vous dites quand même qu'il faut les traiter quand même quand c'est pas trop grave. Donc quels moyens on a finalement pour quand même qu'elles n'arrivent pas avec des 6 cm, des 7 cm comme on a vu. Finalement on n'a rien. Même l'échographie on ne peut pas là.
Et ça n'a rien à voir. Elles arriveront toujours avec 5 cm. Ce n'est pas lié. Alors, il faut revenir à la palpation, comme ils ont proposé à partir de 25 ans. Sauf que maintenant, la CAS est conseillée à partir de 25 ans, il faut que tout le monde puisse palper les seins. Il y a un surdiagnostic. Il y avait du canadien, SSNB, qui compare palpation plus mammographie versus palpation sol. Chez les femmes de 40 à 69 ans, c'était 2 études, une chez les plus jeunes, enfin de 40-50 ans, une chez les plus de 50 ans. Aucune différence en termes de mortalité, même 15 ans, 20 ans après la fin des dépistages. Ça veut dire que la mammo, n'a rien apporté par rapport à la palpation. La palpation n'a rien démontré, mais la mammo n'a rien démontré. Mais qu'est-ce que vous proposez? Diminuer la détection de tumeurs à un stade avancé. Tout le monde. Et pour toute la population. Il n'y a jamais eu d'essai randomisé sérieux. Qu'est-ce qu'on propose? Non, pratique. Ce qu'on propose, je vais en parler tout à l'heure, mais ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'on ne dispose actuellement, en 2016, d'aucun examen efficace qui permette de guérir plus facilement le cancer du sein, de le prendre plus tôt par rapport au suivi normal. C'est-à-dire que la plupart des cancers rapides sont des cancers de l'intervalle. Lisez la brochure. C'est quoi un suivi normal? Oui, c'est ça. Un suivi normal, c'est une femme qui sent quelque chose donc, par hasard. Ou bien les sages-femmes. Par hasard. Non, sans s'examiner. Il y en a qui font sans s'examiner. Sans s'examiner. Non mais nous on est pas mal de populations assez défavorisées et il est très courant que les femmes arrivent aux urgences et c'est aux urgences qu'on leur détecte un cancer gros comme ça. Je vous dis quand même que si ces femmes on s'en était occupées avant, probablement que si, parce qu'elles meurent dans elles avaient été examinées, probablement que si il y avait eu une consultation, quelque chose, ça aurait quand même été bien et probablement elles s'en seraient sorties. Et c'est par hasard, en effet, ce sont les femmes Rien ne permet d'affirmer plus que les autres, c'est pas seulement l'obésité. Rien ne permet d'affirmer ça. Un mot de Philippe Potier. Dans tous les cancers, que ce soit le mélanome, cancer colorectal, cancer du sein, on a observé des diminutions de taille de ces cancers bien avant que le dépistage existe. Avant le cancer du colorectal, la diminution des cancers avancés a commencé déjà dans les années 80, bien avant qu'on en ait beaucoup de... Et là, il y avait quelque chose de très important de la part des médecins qui commençaient à se rendre compte on commençait à avoir les colonoscopies dès le moment où il y avait des symptômes, etc. Ça a été la même chose pour le cancer du sein. On voit quand même dans les séries de longue haleine, clairement que... maintenant, ça c'est une chose, c'est vrai que là il y a une conscience, une prise de conscience des femmes, une prise de conscience des médecins qui voyons une tumeur, on dit bon, il faut faire quelque chose, il faut faire un diagnostic, et c'est très bien. Maintenant, l'autre chose, évidemment, ce que vous soulignez, qui est aussi une réalité, qui sont les milieux défavorisés, parce qu'on voit, moi je l'ai vu beaucoup en Afrique aussi, parce que j'ai travaillé sous d'autres latitudes, et là c'est vrai que vous avez des femmes qui viennent toujours avec des cancers très avancés. Le problème là, c'est qu'en général, mettez un dépistage, si on avait un efficace ou pas, peut-être qu'elle ne viendrait même pas. C'est ça le problème que vous auriez. Si on avait un dépistage efficace. Car on ne peut pas oublier que dans le dépistage, dans les essais randomisés qui ont été faits, les femmes qui ne participent pas au dépistage ont un risque de décéder du cancer du sein 2 à 3 fois plus élevé que celles qui participent. Et ce, quel que soit, ça n'a rien à voir avec le fait que le dépistage fonctionne ou pas, c'est vraiment que rien à faire culturellement, éducationnellement, il y a un ensemble de choses. Oui, mais justement, tout ce qu'on fait quand vous parliez de toutes ces courses roses, etc., qui en effet sont peut-être un peu ridicules, ce que vous voulez dire, mais quand même, ça permet de faire que les associations, les gens travaillent ensemble dans les centres sociaux et tout. Moi, on participe beaucoup à tout ça et on va largement au-delà du dépistage. Le dépistage, en fait, c'est qu'un support pour parler de santé globalement, pour parler de comment on se prend en charge, voilà. Moi, je pense que là, il y a un travail extrêmement important à faire sur la santé générale, la prévention générale, et on n'est pas seulement coincé dans notre petit dépistage du cancer du sein. Il y a un travail global. C'est très bien. Oui, on peut le faire en dehors des... Vous ne vous rendez pas compte, les associations,
elles sont à fond là-dedans parce que oui, en exactement effet, ça. vrai, c'est important. C'est On vrai. ne peut pas leur dire c'est nul. C'est vrai qu'il vous faut un accrochage. Exactement. C'est une façon de récupérer. Mais Mais pourquoi celui-là? Non, non. Je pense que ça c'est un point important parce qu'effectivement, est-ce que le dépistage a des fonctions qui ne sont pas la fonction, ce qu'on appelle l'efficacité technique? Il y a des actions qui ont une fonction d'efficacité sociale qui est bien au-delà ou différente de l'efficacité technique de l'âme. Par exemple, à Taekwondo, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer. Mais je pense que là, effectivement, la question, c'est pas la question anecdotique, mais là, effectivement, aussi, il faut faire des études, y compris anthropologiques et autres, plus prononcées, pour voir quelle est la fonction sociale des dépistage. Est-ce que ça calme, ou plutôt augmente l'anxiété des femmes? Est-ce que ça leur donne la possibilité de faire quelque chose? C'est de ça qu'on a parlé d'autodétection des seins. Parce qu'il y avait, on dit que maintenant, le modèle de American Cancer Society, qu'il faut que toutes les femmes font l'autopalpation de seins pour... Moi, il y avait des études qui montraient que c'est plus mauvais que bon, du point de vue épidémiologique, mais il y avait d'autres femmes qui disaient oui, mais ça nous aide. Alors ça, ce sont des problèmes compliqués. Mais ce que je voulais dire, donc je pense que ce n'est pas un point négligeable, ça veut dire que si on pense de dépistage, il ne faut pas que penser de l'efficacité technique, il faut penser dans les deux directions. Bon et de mauvais, l'efficacité sociale. Mais je veux dire que je fais une espèce de conférence sur ça à Rio de Janeiro, et moi je dois dire qu'au Brésil, où je travaille depuis le temps, j'étais convaincue que le dépistage, mais là par contre le dépistage c'est toujours aussi le problème où on met l'argent pour la santé publique. Ça veut dire, est-ce qu'on a toujours des priorités en santé publique, est-ce que c'est là ou là? Et moi j'étais convaincue pendant des années qu'à Rio de Janeiro, ça a beaucoup plus de sens de faire le dépistage qu'en France, parce que ça permet aux femmes d'avoir un accès aux services de santé qu'ils n'auront pas autrement, et que même si le dépistage a efficacité zéro, de point de vue efficace, et puis on m'a dit, la dernière fois que j'étais là, j'ai entendu une conférence d'un collègue, un cancérologue de l'INCA, de l'Institut national des cancers, qui m'a dit qu'il pense que c'est le contraire. Alors moi je pense que c'est une question ouverte. Il a dit qu'il pense que c'est le contraire. À Rio de Janeiro c'est pire qu'en France, pas seulement parce qu'on a plus de besoin d'autres choses pour les malades de cancer qui sont la minorité, mais parce que vu qu'il y a des problèmes qui sont complètement annexes de qualité de radiographie et de qualité de biopsie, et finalement, le mal qu'on a fait dans ce qu'on appelle un pays en voie de développement peut être pire. Donc, ce que je veux dire, que pour moi, c'est pas tranché, c'est ouvert. Juste, dernier petit mot, parce qu'on va passer à la dernière séquence. Hein. C'est très intéressant dans ce que vous venez de dire, madame, c'est très appréciable. Il est vrai que si le dépistage du cancer du sein en mammographie, ils n'en avaient aucune efficacité. Il n'y en a pas beaucoup, enfin, mais qui n'a pas de surdiagnostic. Je crois que ce serait très bien de le garder. Ça coûte cher, c'est vrai, mais on a un accrochage, ça change le système, etc. Bon, les sociétés disent, bon, c'est vrai, ça coûte très cher, mais pourquoi pas, finalement, ce serait une bonne... On pourrait le faire. Ce qui rend l'option tout à fait inacceptable, c'est le surdiagnostic. Parce que les femmes qui bénéficieraient éventuellement de cet accrochage, ce ne sont pas celles qui ont le surdiagnostic. Le surdiagnostic, là, c'est quelque chose qui est... c'est vraiment une plaie. Il ne faut pas oublier qu'en termes de surdiagnostic, maintenant, c'est quasiment 1 à 2 cancers dépistés sur 4 qui seraient du surdiagnostic. Donc c'est dépisté, je parle de dépisté. Donc on est quand même dans... Et là c'est quelque chose qui, je pense, à mon avis, est même éthiquement extrêmement questionnable s'agissant de ce que l'on fait. Et pareil pour le cancer du sein. Je rebondis sur... Omar m'a tendu la perche, alors je rebondis sur ce qu'il vient de dire sur les perturbateurs endocriniens. Je pense que les connaissances ont beaucoup progressé sur les causes environnementales, notamment les causes chimiques. Moi, je travaille actuellement sur la rédaction d'un livre sur le sujet, à partir de rapports, notamment le rapport interagence qui a été publié aux États-Unis en 2013 sur le cancer du sein et l'environnement. Il y a une publication qui est sortie au mois de juin. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça parle de Barbara Cohn, de l'école de santé publique de Berkeley,
un travail absolument remarquable. On a suivi 9000 femmes, 9000 filles en fait, dont on connaissait effectivement la contamination de la mère au DDT. Et au bout de 52 ans, on constate effectivement que celles dont la mère était la plus exposée ont 3,7 fois plus de cancer du sein. Et donc ça conforte effectivement ce que l'on sait de plus en plus, c'est que la période effectivement d'exposition pendant la gestation est la période la plus sensible, et c'est là où effectivement se joue l'effet qui va se révéler à l'âge adulte. Mais les mères elles-mêmes ont eu, lorsqu'elles avaient moins de 14 ans, elles ont eu 5 fois plus de cancer du sein. Donc on voit bien que c'est à la fois les filles, mais aussi les mères. L'affaire du Distilbène, un doublement effectivement du cancer chez les filles. On a le bisphénol A, alors pour l'instant on n'a pas de données chez l'humain, mais on a une multitude de données chez l'animal et des mécanismes qui sont tout à fait communs avec le Distilbène. Et là, on est en présence d'une substance qui contamine l'ensemble de la population. On fait des tumeurs mammaires chez la souris et chez le rat à des niveaux qui sont ceux d'exposition de la population humaine. Et donc on a, je pense, là, on a une quinzaine actuellement de grands groupes pour développer évidemment les phtalates, les perfluorés. On a effectivement donc là une compréhension qui nous permet d'agir. Et moi je pense effectivement que toute l'énergie, tous les financements qui sont mis actuellement sur le dépistage seraient certainement beaucoup plus rentables si, au moins en partie, ils étaient mis sur cette action, sur les causes. C'est le chemin qu'il faut peut-être aussi développer pour faire reculer l'épidémie, parce que l'épidémie, elle est là, de toute façon. On le voit, on peut discuter effectivement sur l'incidence, mais la mortalité, elle est là incontestablement. Oui, merci de me donner la parole. Je voudrais repartir, moi, avec quelques éclairages, parce que le cancer, actuellement en France, le cancer du sein touche une femme sur 8. On diagnostique des tumeurs de l'ordre du centimètre, avec, bien sûr, des biopsies consécutives, des exérèses de la tumeur, avec, et puis aussi des ganglions sentinelles, alors plus ou moins, un peu moins actuellement, qui sont souvent négatifs lorsqu'on est dans les phases 1 au départ de la tumeur, avec des séances qui s'ensuivent de radiothérapie au minimum 2 douzaines, et ensuite, pour les hormonodépendants, des traitements très lourds, très fastidieux, avec bourré d'effets secondaires que sont les anti-aromatases, notamment l'aromazine, qui est, je crois, la pire, et ensuite un suivi annuel par mammographie et échographie. Est-ce qu'il faut continuer dans ce système des femmes qui ont autour de la cinquantaine, qui vont vivre en moyenne 85 ans aujourd'hui, quelle décision à prendre? Parce que là, j'avoue qu'aujourd'hui, je suis un petit peu dans l'opacité la plus totale. Est-ce qu'on peut avoir, avec tous les experts d'oncologie du sein autour de cette table, est-ce qu'on peut avoir un éclairage à ce niveau-là? On va enregistrer les diverses interventions. Allez-y. Enfin, moi, je ne voulais pas parler du cancer du sein spécifiquement, là. Je voulais parler de la dernière intervention, monsieur, ici, pour lui dire que sur le terrain, c'est exactement ce qu'on fait. Dans les contrats locaux de santé, actuellement, on travaille sur tous les aspects de prévention et bien sûr, majoritairement sur les aspects sociaux. Et donc les structures de dépistage interviennent également je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais je pense que c'est pareil. En Bretagne, on participe à tous les contrats locaux de santé et on intervient. Alors bien sûr qu'on parle du dépistage de tous les cancers, éventuellement tous ceux qui sont possibles, mais on parle de dépistage d'autres choses, d'autres aspects de santé. On est là en tant que médecin et je pense qu'on est aussi utile pour ça. C'était un peu ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à tout ce qui est autour aussi du dépistage. Pour conclure sur la question du surdiagnostic, il impose un changement de paradigme pour la cancérologie. Ce n'est pas le problème de sa quantification, mais sa simple constatation fait poser la question à partir de quand on est malade, mais est-ce que le cancer du sein est une maladie ou le symptôme d'une maladie qui n'est pas identifiée encore? Puisque la tumeur épithéliale elle-même, elle peut conduire à la mort, à la régression ou à rien du tout, une stagnation. On ne peut pas balayer d'une main comme ça la constatation du surdiagnostic. C'est ce qui change complètement
notre orientation et qui devrait aujourd'hui nous conduire à un moratoire de notre activité, parce que ça touche aussi bien la question que vous dites, c'est-à-dire est-ce que c'est efficace d'aller balancer une radiothérapie dans les conditions où on le fait? Parce qu'aujourd'hui, on tue autant. Si on protège un peu, s'il y avait un effet, il est tellement mince, comment il est compensé par les dégâts même que l'on produit dans les cancers qu'on a induits et les traitements qu'on a fournis. Donc si on veut pas, on ne peut pas s'épargner aujourd'hui de mettre en avant le surdiagnostic. Personne n'avait compris le surdiagnostic avec l'intensité qu'il a, et personne n'en voit aujourd'hui les conséquences, même dans sa définition. Quelqu'un a dit on ne sait pas bien le définir, c'est Bernard. Parce que dans le surdiagnostic, il y a deux types de surdiagnostic. Il y a les femmes qui seraient quand même mortes de leur cancer du sein et qui ne contrarient pas la théorie, justement, de l'histoire naturelle. Et puis il y a ceux où véritablement ça régresse, on a des cas cliniques, et là il se passe quelque chose qui contredit la définition histologique du cancer qui est insuffisante. Donc maladie ou signe, symptomatologie, ça c'est, il faut ouvrir comment, ce qu'on peut tirer du dépistage, c'est énorme si on arrête effectivement de se bagarrer sur... il faut reconnaître pour voir les choses. Si ça marchait, on le saurait. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, la discussion, c'est pas de prouver que ça ne marche pas. C'est pourquoi ça ne marche pas. Je pense que le temps qui nous était imparti est quasiment terminé. Je vais redonner la parole à Jean-Claude Salomon qui voudrait dire 2 ou 3 mots de clôture. Je ne sais pas si je peux dire des mots de clôture. Non, je pense au contraire qu'il faut dire des choses d'ouverture. Alors, quelque chose qu'on a à peine effleuré, c'est le fait que l'épidémiologie aujourd'hui étudie les maladies l'une après l'autre. Les cancers l'un après l'autre, les autres affections cancéreuses, et qu'on se rend compte qu'elles sont interactives. C'est curieux. Mais c'est moins curieux si on pense que les maladies ont une histoire et qu'à travers le temps, elles n'ont pas toujours été identiques à elles-mêmes. Alors il y a un problème que Michel Thomas et moi avons, et Iliana et Lévy ont à un moment, qui nous a intéressé à un moment, c'est un concept qui est un concept systémique des maladies, qui s'appelle la pathocénose. C'est quelque chose qui est assez peu connu, mais qui a été décrit il y a 25 ou 30 ans par un historien de la médecine, décédé aujourd'hui, Ne commence pas trop bien. Et je pense que ce serait intéressant que le groupe Princeps un jour provoque une réunion autour de la pathocénose. Parce que, évidemment, ces difficultés considérables de définition du cancer, qu'on a évoqué au passage tout à l'heure, amènent à poser des questions. Est-ce que les maladies sont, comme la plupart des gens l'imaginent, des entités naturelles? Ou bien, est-ce que les malades, et là, les malades, ils sont malades, ça, c'est pas quelque chose de discutable. Mais est-ce que l'étiquette qu'on met sur la maladie est une étiquette qui a autant de valeur que celle que l'on met sur un végétal ou sur un animal quand on identifie l'espèce auquel il appartient? Et ça, c'est une question, qui n'est pas nouvelle. Simplement, ce qui est peut-être nouveau, c'est qu'on s'y intéresse plus et que ça devienne un élément de progrès dans le domaine de l'épidémiologie. Alors ça, peut-être que notre groupe pourrait contribuer d'une certaine façon. Si on range bien la salle, on sera à nouveau bienvenu. Et si on est à nouveau bienvenu, on pourra se retrouver ensemble. Voilà, merci d'être venu. J'espère que vous n'avez pas le sentiment d'avoir perdu votre après-midi. Moi, pour ce qui me concerne, la rencontre qui m'a fait quelque chose qui pour moi est extrêmement enrichissant. Merci.